Le retargeting, il n'y a aucune intelligence dedans. C'est juste laisser un pisteur qui suit les gens. Et ça, c'est le truc intelligent, mais ce n'est pas le retargeting qui est intelligent. Le truc qui est intelligent, c'est que l'information, le renseignement dont on a besoin, au fond, en marketing, c'est savoir à quel moment un consommateur s'intéresse à un produit. Et là, on réussit à marquer ce moment-là. Et on garde cette information, et ça va permettre d'agir au bon moment. Donc là, on est dans l'art du renseignement, hein, CIA, hein, Central Intelligence Services. Un bon service de Intelligence Services, c'est une organisation qui est capable d'avoir la bonne information pour pouvoir pister un narcotrafiquant, un terroriste, éventuellement un consommateur. On va être un peu plus consommateur et peut-être un peu moins narcotrafiquant aujourd'hui, voilà. Mais... Disons que le retargeting, c'est le renseignement moderne. Alors, dans le big data, 99% des données sont inutiles, sauf cette information qui va permettre de pister, de tracer et d'agir au bon moment. Pour moi, c'est intéressant cette vision des choses parce qu'elle est totalement différente du monde des études. Quand on entend le mot intelligence marketing, on pourrait se dire « Ah, ben c'est le nouveau monde des études avec d'autres outils ». Et non, pas du tout, pas du tout. Alors bien sûr, hein, la base de données va permettre de faire des choses en matière d'études. Ça amène des transformations en matière d'études. La plus importante pour moi, c'est la transformation en termes de granularité. Je suis en train de travailler beaucoup sur des questions de satisfaction, sur des questions de service, notamment avec l'Académie du service, qui va lancer un baromètre dans quelques temps. Et bon, on réfléchit à ces choses-là, et puis j'ai eu quelques cas, j'ai travaillé avec quelques entreprises. Avant une enquête de satisfaction, on interrogeait 500 personnes et on avait son score en moyenne, on monte, on descend, c'est bien. Aujourd'hui, on a des moyens de capter l'information, que ce soit un mobile, que ce soit simplement un bouton en magasin. À la douane de Shanghai, à l'aéroport, il y a un truc très sympa, il y a deux boutons, vert et rouge, à la douane. Est-ce qu'on est content ou pas du douanier? C'est très fort. Disons, vous voyez, des petits dispositifs qui permettent de récupérer énormément d'informations. Alors, quand on récupère beaucoup d'informations, le cas que j'ai en tête, c'est une chaîne de distribution allemande, dont j'ai traité les données. Ils font des enquêtes de satisfaction dans les magasins tous les 3 mois sur 500 points de vente. Donc la masse de données devient intéressante, c'est pas du big data, mais ça veut dire sur une année, c'est 350 000, 500 000 mesures de satisfaction. Et ça va permettre d'avoir de la finesse. Ça va permettre d'avoir des indicateurs qui fonctionnent magasin par magasin, point de vente par point de vente. Alors l'intérêt du big data de ce point de vue-là, c'est effectivement de pouvoir démultiplier des études qui avant étaient, on va dire, à un niveau corporel, et de pouvoir avoir une finesse de résultat qui soit celle du lieu d'action. Alors après, vous allez me poser sans doute la question, mais naturellement, ça va poser un problème d'organisation, c'est-à-dire qui utilise les études, qui utilise les données. Le monde du CRM, depuis 2000, a habitué les entreprises à centraliser la décision. J'ai vu qu'il y a des gens dans la banque, par exemple. Le secteur bancaire est très caractéristique. Avant, ce qui était vraiment stratégique, c'était le terrain, les agences, les seuls qui avaient l'information sur les clients. Quand on construit un grand système de CRM intégré, on imagine un cockpit management, on imagine qu'on ait une vingtaine de gens qui sortent de l'NSAI, qui moulinent la donnée et qui décident des opérations marketing qui sont faites, qui dessaisissent la base. En termes de ressources humaines, c'est bien parce que ça permet de diminuer le niveau des qualifications et de réduire le nombre de personnes au contact. Donc, il y a des gains importants dans l'économie de la production des services, mais au prix d'une centralisation importante. Là, le paradoxe, c'est que les données permettent de multiplier les études et de dire, tiens, peut-être que c'est le moment de redécentraliser. Mais j'ai déjà abordé Non, mais c'est très bien, vous abordez les choses. Justement, sur cette centralisation, décentralisation, on est aussi, on parlait ce matin d'utilisateurs et des gens qui aussi peuvent exploiter ces données. Ça fait partie aussi, cette diffusion de l'information et de la donnée, ça fait aussi partie des enjeux. Parce qu'à un moment, vous disiez tout à l'heure que finalement, c'était des problématiques qu'on connaissait depuis 25 ans et que ça n'avait pas tellement changé depuis. En même temps, il y a des choses qui bougent quand même un peu, probablement. Oui, non, si, ça a bougé terriblement. Ça a bougé dans la capacité à capturer l'information, un progrès extraordinaire, et de stockage, bien sûr, progrès extraordinaire.
En termes de modélisation, de modèles, d'outils, il y a des choses qui ont beaucoup bougé, je pense notamment à des technologies autour de l'apprentissage machine, mais en gros en data mining, les outils qu'on utilise couramment, j'ai entendu parler de SPSS et de SAS. SPSS et SAS, les outils qui sont dedans, en gros ils datent des années 60, du début des années 60, mais beaucoup plus anciens. Donc là, il n'y a pas d'énorme innovation. Il y a du packaging, il y a des logiciels qui sont plus adaptés, mais fondamentalement, ce qu'il y a dedans, ça n'a zéro. En progrès, c'est zéro. Méthode de segmentation, par exemple, CAPT, AID. AID a été inventé en 1963. Donc simplement, c'est la mise en œuvre qui est aujourd'hui moderne. Des modèles logiques, on les a depuis 40 ou 50 ans, etc. Donc, progrès alors, il y a des domaines, oui, tout ce qui est fait par les ingénieurs et les informaticiens, pas par les statisticiens. Donc, je parle de l'apprentissage machine. Chez les ingénieurs, toutes les méthodologies aujourd'hui de reconnaissance de forme, là, c'est un domaine en fait spectaculaire. C'est, à ma connaissance, pas très utilisé. Donc, il y a eu des progrès là-dessus. Dans l'utilisation, il n'y a peut-être pas eu autant de progrès que ça. Moi, je suis un peu surpris. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une utilisation meilleure aujourd'hui des données et des outils que ce qu'on avait au début des années 2000. J'ai même quelquefois l'impression qu'il y a une régression, mais là c'est pour un autre facteur, c'est un facteur culturel. Je crois que nos étudiants, malheureusement, sont de moins en moins formés aux méthodes quantitatives. Et donc après, lorsqu'ils sont cadres et lorsqu'ils doivent traiter avec des agences ou des sociétés, il y a des problèmes de compréhension parce qu'ils ne connaissent pas le b.a.-ba. Je vais faire une question test, pas de prof. Qui est-ce, vous ne donnez pas la réponse bien sûr, mais simplement, qui est-ce qui est en mesure de me dire précisément qu'est-ce qu'un test de qui 2? C'est le minimum du minimum. Bon, mais c'est pas une question de prof, mais quand même, c'en est une. Je pose la même question à l'ensemble des étudiants que je peux avoir en école de commerce ou à l'université. C'est à peu près le même taux de réponse. Donc après, c'est un petit peu difficile de travailler avec les data miners.